Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais adresser mes excuses pour ne pas être avec vous pour ce beau colloque et dans ce thème extrêmement nécessaire et important. J'ai fait une erreur dans un engagement que j'avais pris pour une formation clinique que j'attendais depuis longtemps et malheureusement, on s'est rendu compte que c'était exactement dans les mêmes journées. Donc, j'espère pouvoir écouter les conférences que je n'ai pas pu entendre. Donc, merci en tout cas de l'invitation et de m'avoir gardée sur le colloque. Alors, je voulais peut-être présenter de quel lieu je parle aujourd'hui. Je vais enlever ça, vous ne me verrez pas, mais au moins vous verrez le PowerPoint. J'ai choisi de présenter une communication sur les expériences exceptionnelles et je voulais un petit peu dire de quel lieu je parle. Tout d'abord, le lieu de quelqu'un qui a été formé en ethnopsychiatrie par Toby Nathan. L'ethnopsychiatrie a depuis longtemps porté attention au fait de ne pas projeter une vision du monde occidentalo-centrée sur les expériences et le vécu d'autres cultures. L'ethnopsychiatrie a également souligné les dangers à réduire dans l'univers moderne un monde à une seule dimension, c'est-à-dire à ce qui est observable, avec le risque d'évacuer l'invisible. Non pas, et ici mon point ne sera pas d'essayer de prouver ou pas, absolument pas, mais de voir comment le recours à l'invisible est parfois un levier de sens, et comment lui donner une place dans des dispositifs de type psychothérapeutique. Cet intérêt aussi venu de choses que m'ont partagé mes patients, donc une émergence en clinique, une émergence également en recherche avec certains de mes étudiants qui ont travaillé sur des sujets un peu dans la marge, comme des expériences de mort imminente, des quêtes de vision en nature, où les participants témoignaient d'expériences dites non ordinaires. De quoi parle-t-on? Il existe beaucoup de termes qui sont employés dans la littérature, qui appartiennent à des lexiques assez différents entre expériences paranormales, occultes, le facteur psy, parfois d'expériences mystiques, transpersonnelles, et puis le champ qui date, en tout cas pour ses premières occurrences du début du siècle, et puis de manière plus importante depuis les années 80, de la psychologie anomalistique qui s'intéresse aux expériences qui ne rentrent pas dans les cadres orthodoxes de la réalité partagée. Évidemment, tous ces termes ne désignent pas exactement la même chose, mais c'est un vocabulaire qu'on retrouve dans la littérature. J'ai choisi ici d'utiliser la définition de Thomas Rabeyron, qui est un des spécialistes des expériences exceptionnelles et qui les désigne comme une expérience rare, spontanée ou provoquée, impliquant du point de vue du sujet une interaction non ordinaire avec son environnement. Elle engendre des émotions intenses, positives ou négatives, provenant de son caractère inhabituel et étrange. On voit que plusieurs choses pourraient rentrer là-dedans. Le choix du terme a été défendu par d'autres auteurs, notamment Bells, dans l'idée de pouvoir choisir un terme qui ne porte pas déjà une préconception sur la véracité de l'expérience, qui veut s'intéresser davantage à son aspect phénoménologique, c'est-à-dire à la description de l'expérience vécue, et qui ne désigne pas non plus l'expérience en lien ou en rapport avec un diagnostic, comme on pourrait le faire, par exemple, avec la notion d'expérience psychotique ou autre. Alors, un petit bug dans mon système, voilà. Donc, s'intéresser, et c'est pour ça peut-être que cette question peut se placer dans le colloque d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte actuel où on observe un tabou de la spiritualité, en sachant que les expériences exceptionnelles ne se limitent pas à des expériences spirituelles, c'est plus des expériences qui changent le rapport au monde, mais ça en fait partie.
Le contexte, c'est également la médiatisation de certaines expériences non ordinaires. En témoigne par exemple l'abondance des recherches sur les expériences de mort imminente et le fait que même Harry Potter, dans un film très grand public, témoigne de cette iconographie dans un des films très médiatisés. Une culture qui reconnaît des diversités culturelles dans lesquelles il peut y avoir d'autres types de croyances et de rapports au monde. Je pense ici aux croyances dans les vies antérieures, les jeteurs de sorts, etc., des éléments qu'on peut accueillir dans des dispositifs cliniques en ethnopsychiatrie, et puis le développement de beaucoup de groupes de parole, communautés de pairs, où les gens vont avoir besoin de trouver un accueil qu'ils ne trouvent possiblement pas chez les professionnels. Au niveau plus académique, on a un développement, donc comme je l'ai dit tantôt, de la psychologie anomalistique au XXe siècle. Il y a un mouvement clinique en psychologie qui essaye de penser certaines expériences, par exemple les hallucinations, pas toutes, mais certaines, en dehors d'un étiquetage pathologique. Je pense par exemple aux hallucinations non psychotiques, désignées comme cela, ou les entendeurs de voix, qui est une formulation un petit peu plus positive. Et puis, une intersection avec des progrès dans certains champs du réel, comme les neurosciences et les imageries, qui parfois permettent d'apporter un autre regard. Il y a des lieux d'études qui se développent. Je soulignerai simplement celui de mon collègue Renaud Évrard au Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles dans l'Est de la France, qui reçoit justement et qui forme des professionnels à ce type d'écoute. De quoi parle-t-on? Je vais passer très très vite là-dessus. Les expériences exceptionnelles sont classées de différentes manières, parfois sous leur pôle perceptif, projectif ou interprétatif. Dans tous les cas, on observe que cela crée chez le bel du monde et qui amène souvent donc une souffrance et une impossibilité à se représenter le monde commun de la manière habituelle. Très, très rapidement aussi, la recherche s'est quand même beaucoup développée depuis quelques années. Qu'est-ce qu'elle nous dit là-dessus? Et mon propos ne sera pas forcément là-dessus, mais elle souligne que les personnes qui vivent ce type d'expérience vont essayer d'interpréter, vont se mettre à la recherche de preuves, vont s'auto-juger, vont réprimer certaines paroles ou au contraire subir des formes d'inflation de l'ego. Donc on a toutes sortes de vécus différents et la recherche s'est beaucoup intéressée à essayer de comprendre les caractéristiques psychologiques qui peuvent expliquer le fait de vivre certains éléments qui vont de pistes cognitives à des pistes plus émotionnelles ou à des conceptions de l'inconscient avec un retour d'éléments plus collectifs. Au-delà de ces explications, ce qui n'est pas mon point ici, les constats, c'est que ces expériences exceptionnelles existent, ou en tout cas elles sont vécues, elles sont variées dans leur forme, elles sont loin d'être rares. Il y a plusieurs chiffres qui existent, mais par exemple une recherche des Pays-Bas il y a quelques années montrait qu'un professionnel sur 2 avait été interpellé par ce type d'expérience et que dans des vécus auto-rapportés, il pouvait y avoir de 30 à 40% de la population, c'est très variable d'un pays à l'autre, qui affirmait l'avoir vécu. On sait aussi qu'il n'y a pas de spécificité sociologique et qu'elles peuvent être marquantes, parfois traumatiques et potentiellement ouvrir sur une transformation personnelle. Si on lui offre une lecture phénoménologique, ce qui est un peu plus mon point ici, c'est qu'on constate qu'elles affectent l'ensemble du rapport au monde, que ce soit le rapport à l'espace, au temps, parfois donc à la mort. Elles peuvent apparaître souvent dans des contextes d'imprévisibilité, donc faire office de choc ontologique, et puis dans des expériences parfois plus dans des entre-deux, des moments un peu plus de rêverie ou de simili, moments hypnagogiques, donc des moments de rêverie. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent une expérience dans l'après-coup
d'impossibilité à exister sur le mode d'être habituel. Ce qui peut amener, et ça c'est très documenté dans la littérature, des difficultés à se réinsérer au niveau de la famille, au niveau du travail, donc un effritement du monde commun et parfois des douleurs intérieures par la nostalgie d'un retour de l'expérience qu'on cherche à vouloir répéter, ou au contraire, quand elle a été traumatique, une difficulté à contenir tous les enjeux émotionnels que cela peut faire vivre à la personne. Donc, il y a vraiment un constat d'une souffrance, au-delà de la véracité de l'expérience, des enjeux dans le pouvoir dire, hein, c'est là où ça pose la question de comment accueillir ça avec des lunettes multiples. À qui puis-je en parler? Va-t-on me croire? Suis-je fou? Que puis-je être après? La question du sens et la question de vers où cela m'amène dans le reste de l'existence. Et c'est une question que je rajoute, quels récits collectifs peuvent me soutenir pour m'aider à faire sens? Je m'inspire ici de Ricoeur qui disait que la maladie faisait vivre parfois des expériences vives d'insubstabilité, hein, c'est-à-dire le sentiment d'être unique, d'être seul, donc difficulté à être compris de l'autre, ce qui peut donner des sentiments de séparation existentielle. Et puis, quand les gens ne sont pas reçus par les professionnels, médecins, psychiatres, psychologues ou autres qui les accueillent, eh bien, cela peut se transformer dans l'idée que l'autre est vécu comme un ennemi, nous invalide, voire même nous pathologise, et cela peut nourrir, dans certains cas, le sentiment d'être à part, spécial dans le sens négatif, voire même maudit. Donc, on est dans des expériences qui sont de l'ordre de l'événement, et tout événement, finalement, recèle toujours une part d'asocialité ou de rupture avec peut-être les visions du monde traditionnellement partagées. Donc, pour un clinicien, on arrive à l'idée qu'il y a peu de lieux pour en parler, une réticence parfois, ce qui crée des effets d'isolement, un risque d'augmentation des éléments de santé mentale en raison de cet isolement et ce manque d'accueil, alors qu'on sait, là aussi c'est documenté, que lorsque les personnes ont une communauté d'appartenance, qu'elle soit un groupe de pairs ou une communauté religieuse, eh bien cela favorise l'intégration de l'expérience. De nouveau, peu importe sa réalité objective, elle reste vraie pour l'individu qui l'a vécu. Et puis, en retour, elle pose de grandes questions existentielles et philosophiques. Les écueils seraient celui de banaliser, d'être trop favorable, ce qui peut entraîner parfois un manque d'esprit critique et donc parfois le fait que la personne est en train de décompenser, on est plus dans un élément psychotique, il y aurait eu des soins et une médicamentation à faire. Inversement, quand on pathologise, quand trop vite, quand on ne reconnaît pas l'expérience, la parole partagée et la souffrance, eh bien, il peut y avoir un effet d'inhibition, un petit peu comme les victimes d'agressions sexuelles qui vont ne plus oser en parler et rester avec une souffrance un peu enquistée. Et puis surtout, on inhibe la possibilité que cette expérience puisse faire grandir la personne dans une forme de croissance intérieure. Donc, la psychanalyste Sir Ahmed souligne qu'il est important, dans une approche vraiment très ouverte, de ouvrir notre écoute sur ce type d'expérience, et cela va dépendre beaucoup du type de préjugés et d'arrière-pensée du thérapeute qui les accueille. Donc, je prendrai ici l'apport de l'herméneutique, qui est une approche en philosophie développée par Gadamer et Bernd Jaeger, qui invite à une herméneutique de la confiance plutôt qu'à une herméneutique du doute, c'est-à-dire d'arriver dans une ouverture face à un patient sans préjugés en fonction de ses propres rapports au monde. Certaines recherches, notamment le travail d'Evrard et Rabeyron, vont donner l'importance d'un accompagnement psy qui serait d'identifier certains facteurs, de réduire les tensions émotionnelles,
de pouvoir contenir finalement l'individu en le faisant décrire son expérience plutôt qu'en l'interprétant, soutenir sa réflexivité, soutenir son associativité, tout ça permettant d'être moins envahi et de symboliser. Et puis, je rajouterais soutenir la narrativité, donc comment construire des récits qui favorisent la reconstruction d'une identité narrative. Je rajouterais ici dans un regard un peu plus justement herméneutique, qu'il est important comme clinicien de connaître ses propres préjugés, de quel lieu je parle, à la fois au niveau personnel et culturel, mais je dois aussi pouvoir les suspendre, donc c'est un double mouvement pour pouvoir garder l'ouverture de mon écoute à l'autre, traquer ses propres réactions de fascination, hein, il peut y en avoir du point de vue du praticien, qui risque de le mettre en confluence pour traquer à l'opposé des réactions de résistance, de fermeture, et refuser autant la position de celui qui est mis en position de « vous savez », hein, donc en position haute hiérarchique, mais également renoncer à vouloir soi-même soit prouver ou soit réfuter. Ce qui semble simple, mais ce qui peut être particulièrement difficile quand ces expériences touchent à notre vision du monde la plus profonde, intime, quand ça touche à des éléments plus proches de notre religion ou de vision sur ce qu'est le réel. Le temps passe, donc je dirais aussi que ça nous met face à une posture d'humilité en tant que clinicien, et donc accepter que finalement, il y aura toujours quelque chose qui restera irreprésentable, de l'ordre du mystère, et qui finalement appelle de nouveaux récits et appelle de nouvelles recherches pour continuer à avancer, et que c'est ça peut-être quelque part le propre d'une science, c'est de continuer à se poser des questions face aux éléments philosophiques et existentiels auxquels nous sommes confrontés. Donc, c'est un enjeu transdisciplinaire parce que ça invite à une pensée du complexe, hein. Mon collègue nous citait Edgar Morin, donc de ne pas vouloir banaliser derrière des préjugés, mais vraiment reconnaître toute la complexité de ces expériences qui déconstruisent notre séparation entre le normal et pathologique, qui peut-être appellent à des modèles qui intègrent différentes perspectives, des collaborations peut-être, là on est plus dans la recherche comme telle sur qu'est-ce que c'est que ces expériences, et puis là encore de reconnaître que toute transformation a besoin se fait les uns avec les autres. Donc c'est seulement de cette manière-là qu'il y a la chance peut-être qu'une expérience de ce type puisse être intégrée et devienne un facteur de croissance psychologique et de mieux-être. Donc ça appelle en bout de ligne à une psychopathologie qui peut prendre des risques comme celle auquel appelait Toby Nathan. Merci de votre écoute.